Bonjour à tous. Donc, je suis médecin interniste à l'hôpital européen, pas très loin d'ici, et j'ai la chance de connaître votre association depuis plus d'une dizaine d'années, que j'ai rencontré d'ailleurs dans un cadre qui n'était pas celui de l'hôpital, mais celui de sessions, on peut dire, d'information et d'éducation thérapeutique avec des gens de votre association. Et c'est une association qui m'a beaucoup impressionné par ce qu'elle déploie. Alors moi, je vois plutôt à ma consultation des patients qui ont d'autres maladies auto-immunes, dont je vais parler un peu aussi ce matin. Parce qu'il y a bien sûr plus de points communs que de points différents, paradoxalement, à ce qu'on peut imaginer à premier abord. Des maladies comme le lupus, par exemple. Mais il nous arrive de plus en plus de voir des Mickey, peut-être parce qu'on a une trentaine de gastro-entérologues dans notre hôpital, donc forcément ça fait beaucoup de patients. Et aussi parce que justement, c'est ce que je vais développer, c'est des maladies absolument pas que digestives, sur plein d'aspects. Alors, c'est une conférence qui est très ouverte, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai prévu des diapositives qui sont peu nombreuses, qui sont juste pour illustrer ce que je vais essayer de dire, mais surtout, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Donc, soit vous gardez des questions pour la fin, mais si vous avez une question brûlante, c'est-à-dire quelque chose où vraiment vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, levez peut-être la main et on peut interrompre à tout moment. Je vais vous parler donc des atteintes extra-intestinales, c'est-à-dire celles qui ont été citées sur le titre, rhumatologiques, ophtalmo, dermato, éventuellement de l'association à d'autres pathologies auto-immunes. Mais je vais aussi vous parler des complications extra-intestinales, en fait, en général, qui sont associées au Mickey, associées éventuellement au traitement. Et on dira un mot sur le Covid et la vaccination à la fin, qui permet aussi d'aborder certains sujets sur la causalité. Alors, quand j'ai voulu faire mon topo, en fait, effectivement, j'ai été sur le site que je n'avais pas fréquenté depuis quelques années, qui est extrêmement bien fait. Et donc, je vais me servir de ça pour un peu suivre ce plan-là. Vous voyez déjà sur cette diapositive que les 3 manifestations qu'on m'a demandé de traiter sont ciblées, bien sûr. Ça concerne a priori un tiers, c'est des données que je n'ai pas vérifiées mais qui sont sur le site et qui ont l'air d'être référencées. Environ un tiers des patients qui ont une Mickey vont présenter au cours de leur suivi au moins une manifestation extradigestive. Donc ça concerne quand même la plupart des patients. Vous voyez qu'il y a la fatigue qui est aussi en haut à gauche, dont on va parler. Il y a les complications cardiovasculaires, et ça j'en dirai un mot sur les comorbidités, c'est très important. Alors d'abord, effectivement, pourquoi on demande à un interniste de parler de Mickey? Les gastros n'ont pas besoin de nous pour traiter les patients. Ça fait longtemps qu'ils s'occupent très bien des patients qui ont des maladies intestinales. Mais effectivement, les internistes, normalement, nous, on ne s'occupe pas de ce qu'on appelle les maladies spécifiques d'organes. En immunologie, pour être caricatural, ça fait longtemps qu'on met d'un côté les maladies qui vont toucher un seul organe, par exemple une thyroïdite, un patient qui à un moment va avoir une thyroïde qui ne fonctionne plus, ça, il voit un endocrinologue, il ne vient pas voir un interniste pour ce genre de choses, parce qu'il n'y a pas de conséquences en dehors de la thyroïde. On pourrait dire pareil pour les Mickey, vous voyez sur cette vieille diapositive qu'elles sont classées dans le cadre de ces maladies spécifiques d'organes. Nous, on s'occupe, si on peut dire, de maladies qu'on appelle des maladies systémiques, qui sont des maladies qui touchent plusieurs organes associés. Et pourtant, les Mickey sont une exception, si on peut dire, par rapport à cette classification qui est un peu désuète d'un point de vue pratique, puisque vous le savez très bien, et on va en parler, elles touchent extrêmement souvent autre chose que la sphère digestive. Alors ça, c'est une diapositive d'un collègue de Strasbourg. C'est des diapositives un peu déprimantes. Je ne vais pas utiliser de photographie des atteintes parce que ce n'est pas un exposé médical, en tout cas que je ferai pour d'autres collègues. Et surtout, effectivement, ce n'est pas forcément nécessaire, je pense. Vous voyez qu'on utilise des schémas de ce type-là, mais effectivement, c'est assez impressionnant de voir que dans le lupus, par exemple, qui est une maladie systémique prototype, on peut trouver toutes les atteintes possibles, y compris l'atteinte digestive, même si elle est plutôt rare pour cette maladie-là. Par contre, de la même façon, si je m'amusais entre guillemets à dire dans la Mickey qu'est-ce qu'on peut avoir comme atteinte, ben, la plupart des atteintes du lupus ou équivalentes sont rencontrées. La peau est concernée. Donc effectivement, on peut avoir des atteintes cutanées très spécifiques de la maladie de Crohn et de la RCH qu'on va rencontrer dans d'autres maladies, mais qui vraiment sont évocatrices. Je vais en citer une qui est l'érythème noueuse, c'est-à-dire des espèces de boules sous la peau inflammatoires, douloureuses, qui apparaissent sur les membres. Ça, les dermatologues font très vite le diagnostic, les gastros bien sûr maintenant aussi, puisque ça fait longtemps qu'ils voient ça chez leurs patients, et des fois on nous réfère des patients qui ont un cortège de ces atteintes-là. Les aftes dans la bouche, c'est typique du lupus, mais bien sûr que ça existe dans la maladie de Crohn par exemple, etc., etc. Donc effectivement, ce qui est important de comprendre, c'est que cette maladie touche le tube digestif, mais c'est avant tout une maladie immunitaire. Et c'est très important peut-être aussi pour une association de patients ou pour des patients qui ont une pathologie, de voir aussi comment ça se passe chez les autres patients. Ça a été cité pour l'ETP tout à l'heure. On a des ETP à l'hôpital européen où en fait on a décidé de combiner les patients. Alors pour des raisons pratiques et aussi pour des raisons qu'on a identifié que les besoins sont à peu près les mêmes. Bien sûr qu'un patient qui a un lupus ne va pas être spécialement intéressé par comment gérer une stomie. Ça, c'est un atelier à part.
Mais pour 90% des connaissances qu'on essaye de passer à nos patients et qui se passent entre eux, comme ça a été mentionné par le professeur Ebuterne, effectivement, mélanger les pathologies est extrêmement fructueux pour cette raison-là. Alors, sur les manifestations, je ne vais pas vous faire un catalogue médical, ça n'aurait aucun intérêt, mais effectivement que vous soyez sensibilisé à ça. Quand un patient qui a une MICI a des douleurs au niveau articulaire, le bas du dos, etc., par exemple, ou des articulations périphériques, bien sûr qu'effectivement un rhumatologue est consulté et qu'on doit y penser, puisqu'effectivement, un certain nombre de patients vont avoir une association avec un rhumatisme inflammatoire. Avantage de ça, certains des traitements des maladies inflammatoires intestinales sont les mêmes que ceux utilisés par les rhumatologues. Et d'ailleurs, on pourrait dire que les spécialistes des MICI gastro-entérologues se sont servis à bon escient de toutes les biothérapies et tous les médicaments qui sont validés dans des maladies encore plus fréquentes que sont par exemple la polyarthrite rhumatoïde. Donc ça, c'est aussi intéressant dans le dialogue entre maladies et entre spécialistes, c'est qu'effectivement, ce qui va marcher dans certaines pathologies auto-immunes, qui pourtant ne sont pas sur les mêmes organes, va permettre aussi de faire avancer la recherche au niveau thérapeutique. Deuxième type d'atteinte, atteinte cutanée, on en a parlé. Donc ça, c'est assez facile pour un patient de voir qu'il a des plaques inflammatoires ou qu'il se passe quelque chose sur sa peau. Donc ça, finalement, on n'a pas tellement peur que vous ne consultiez pas pour ça, parce que c'est visible. Par contre, effectivement, certains dermatologues connaissent bien les associations et bien la physiopathologie de ces maladies, mais c'est exactement pareil comme pour les gastro-entérologues, je ne pense pas être démenti. Il y a des gastro-entérologues qui vont être spécialisés pour le foie, d'autres plus pour les MICI, d'autres plus pour certaines pathologies. Donc effectivement, même pour aller voir un dermatologue, on n'aura pas forcément les bonnes réponses si on ne va pas voir un dermato dans le réseau de notre gastro-entérologue ou du circuit hospitalier. Et ça, c'est vraiment une question fondamentale, c'est-à-dire qu'effectivement, à cause de la spécialisation qui a certains aspects positifs dans notre système de santé, on perd aussi des fois certaines compétences chez un spécialiste. Et donc, c'est important qu'on puisse vous indiquer, nous, quel spécialiste aller voir, pas juste pour avoir le rendez-vous rapide, mais pour avoir une vraie réponse à la question, et bien sûr avec un dialogue avec l'équipe qui vous suit pour la pathologie principale. Excuse-moi. Ouais. Les manifestations cutanées, c'est peut-être les moins connues, parce que effectivement, elles sont pas douloureuses. Ça peut être quoi? Parce que entre une tache de soleil, une tache de bière... Ouais, je vais répéter ce qu'il dit. Effectivement, les manifestations cutanées sont faciles à voir. Elles sont souvent quand même douloureuses, comme par exemple l'érythème noueux, qui est celle qui est le plus souvent citée. Ensuite, en vérité, plutôt que de faire un catalogue, parce qu'il y en a très nombreuses, la question c'est, je suis suivi pour une MICI, quelque chose apparaît sur ma peau, je me retourne vers mon gastro-entérologue en lui disant, est-ce que ça peut avoir un lien? Parce qu'à chaque fois, la question qui se posera pour un patient auto-immun, c'est la seule question intéressante, c'est, ce que j'ai de nouveau, est-il associé à ma maladie ou pas? Association, on va en parler après, direct, c'est-à-dire c'est une manifestation extradigestive, et ça, le dermatologue doit confirmer et éventuellement donner un traitement spécifique ou se combiner avec le gastro-entérologue, ou alors au contraire, ça n'a rien à voir. Ça peut être par exemple un grain de beauté qui va dégénérer sous traitement immunosuppresseur pour lequel il faut un suivi dermatologique annuel quand on est par exemple sous Immurel au long cours. Ça, les gens le savent, mais des fois on s'aperçoit qu'on a des patients qui n'ont jamais eu ce check-up dermatologique parce que l'information est passée à la trappe. Il y a tellement d'informations. Donc voilà, la peau, c'est quelque chose d'important et c'est facile à dépister, mais il ne faut pas le banaliser. Il faut aller poser la question à un dermatologue qui communique avec le gastro-entérologue. Alors ensuite, sur l'ophtalmologie, on peut dire la même chose. Un œil rouge ou un œil qui fait mal ou un œil qui fait mal et qui est rouge, bien sûr, tout le monde va consulter. De la même façon, quand un patient consulte directement un ophtalmologue, s'il ne fait pas mention de sa maladie inflammatoire, effectivement, ça n'aide pas certains ophtalmos à effectivement raccrocher le wagon sur l'enquête d'une uvéite ou d'une autre manifestation inflammatoire au niveau ophtalmologique. Donc de la même façon, tous les ophtalmos ne sont pas spécialisés dans la prise en charge de ces pathologies-là. Donc, aller voir un dermatologue de son côté, même s'il nous prend rapidement, ça peut être un premier pas, c'est important. Mais très souvent, il y aura des fois un patient qui sera référé ensuite secondairement à un ophtalmo spécialisé pour, par exemple, la prise en charge d'une uvéite complexe. Alors ça, c'est les trois grands types de manifestations. Il y en a des dizaines d'autres, bien sûr, mais c'est les plus fréquentes. Est-ce que là-dessus, vous avez des questions spécifiques? Oui. Attendez, juste, on attend le micro, comme ça tout le monde entend. Oui, on va passer le micro. Bonjour. C'est une question par rapport à des fringales qui surviennent régulièrement, des sensations d'hypoglycémie, sachant que la glycémie est bonne, que rien n'est trouvé médical. Est-ce que pour vous, ça peut avoir un lien, un rapport avec les rectocolites? Ok, bah ça fait une transition, je vais y répondre après pendant mon exposé. D'accord. Moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il faut favoriser ou l'hôpital peut proposer ce type de lien entre les spécialistes ou en ville? Je vais en parler aussi. Alors,
Un autre point important que j'avais voulu me rappeler à moi avec cette diapositive, ça a été abordé tout à l'heure, c'est que la pathologie Mickey, elle est inflammatoire, c'est une évidence, donc elle va rejoindre les autres maladies inflammatoires sur ce plan-là, mais elle est aussi secondairement carentielle. Ça a été évoqué par rapport à certains régimes qui sont restrictifs. Et bien sûr que nous, des fois, on est sollicité avec nos collègues rhumatologues pour des patients qui vont se fracturer, par exemple, sur une ostéoporose qui est induite à la fois par la cortisone, mais à la fois par des carences prolongées. Donc ce qui a été dit sur les régimes tout à l'heure est extrêmement important, puisqu'effectivement, une partie des comorbidités est liée à la malabsorption. Alors après, encore une fois, tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de questions qui sont posées par des associations. Je ne vais pas vous faire un cours sur la causalité en sciences, mais effectivement, quand on voit un patient qui ne va pas bien et qui a une vitamine D qui est basse, n'importe qui va faire l'association mentale entre la baisse de vitamine D et le symptôme dont on peut parler, fringale ou autre. La tentation, c'est de donner la vitamine D, puisqu'effectivement, c'est un produit absolument disponible, qui n'a pas zéro effet secondaire, mais peu d'effets secondaires, qui n'est pas cher. Et effectivement, depuis 20 ans, toutes les maladies sont passées pour la vitamine D. Donc effectivement, pour la faire très courte comme histoire, il faut faire attention à ce type d'association entre tel produit, tel paramètre, parce qu'on est dans des maladies tellement complexes qu'on sait très bien qu'un seul paramètre n'expliquera jamais l'ensemble des choses. Et surtout, j'y reviendrai après, quand on arrive sur la scène du crime, c'est-à-dire le début de la maladie inflammatoire ou une poussée, on arrive souvent, en fait, des mois ou des années après que le système immunitaire se soit déréglé. Et ça, on l'a appris par le lupus, j'en redirai un mot. Un patient qui développe sa poussée de lupus numéro 1 en 2021, on sait par des études qui ont été faites, qui sont très impressionnantes de cohortes, qu'en fait, le système immunitaire a commencé à se dérégler des fois 5 ans, 6 ans, 7 ans avant. Donc si vous demandez à ce patient tout ce qui s'est passé en 2020, parce qu'il se passe des choses dans la vie des gens, bien sûr, avant la maladie, c'est très facile de les identifier. Une vaccination, on va en reparler, une infection virale, le Covid, etc. On passe dans cette enquête de causalité sur l'ensemble des phénomènes qui se sont passés peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans avant. Donc ça, c'est extrêmement important à avoir en tête parce que ce qu'on va voir à un moment donné, même si c'est vrai et que c'est absolument pas remis en question, dans la cascade de causalité, c'est une petite goutte d'eau par rapport à tout ce qui se passe derrière en amont. Et c'est pour ça que la recherche causale est extrêmement balbutiante et qu'on n'a pas de guérison de ces maladies, seulement des rémissions qu'on peut obtenir plus ou moins rapidement. Alors, pour répondre à ta question sur la prise en charge multidisciplinaire, dans les hôpitaux, les spécialistes du sida, donc rien à voir avec la maladie de Crohn, en fait, ont rapidement été confrontés à ça quand les patients ont arrêté de mourir. Quand on a pu soigner le sida, les malades sont devenus des malades chroniques, vous le savez, et maintenant ils vivent très longtemps, ils ont rejoint quasiment l'espérance de vie dans les pays où on a accès au traitement, mais ils ont développé des comorbidités cardiovasculaires, de l'ostéoporose, etc. Donc rapidement, les infectiologues du sida, qui étaient en autonomie tout seuls avec leur nouveau traitement, ont dû se forcer à s'ouvrir à la communauté médicale parce qu'ils ont eu besoin des autres spécialistes. Exactement pareil pour les Mickey, un gastro-entérologue qui soigne une Mickey, normalement, n'a pas besoin des autres spécialistes. Mais avec une maladie comme la Mickey, ses manifestations extradigestives, la manipulation de traitements qui eux-mêmes ont des effets secondaires extradigestifs, des comorbidités, puisque les gens vivent de plus en plus longtemps, c'est dans le même champ, il a dû se passer la même chose. Alors, le cancer nous apporte beaucoup là-dessus. Les cancérologues soignaient leurs patients jusqu'à encore il y a peu d'années, tout seuls. Ils avaient besoin un peu des infectiologues quand il y avait une infection post-chimiothérapie, mais ils avaient appris à manipuler les antibiotiques. Quand on a introduit l'immunothérapie du cancer, c'est-à-dire vraiment depuis quelques années, d'un traitement qui est très révolutionnaire, qui stimule le système immunitaire pour contrer la tumeur, on a vu venir un effet secondaire qu'on attendait, qui sont les maladies auto-immunes. Alors ce point-là, j'insiste dessus, le cancer et les maladies auto-immunes sont un miroir. Dans le cas d'une maladie auto-immune, le système immunitaire fonctionne en excès, un excès qui n'est bien sûr décidé par personne et qui est tout à fait désagréable et qui vient détruire un organe par inflammation. Dans le cancer, le phénomène est inverse, le système immunitaire est épuisé à un endroit du corps et laisse des cellules tumorales progresser jusqu'à l'apparition d'une tumeur. Les conséquences de ça, elles sont importantes. Un patient qu'on va traiter longtemps par immunosuppresseur, on augmente probablement un petit peu le risque de cancer, puisqu'on baisse son système immunitaire pour éviter la destruction du tube digestif, par exemple. Alors ça, c'est valable, par exemple, pour la peau, et c'est pour ça que je le redis, quand on est sous Immurel au long cours, qui est un immunosuppresseur qui est prescrit régulièrement, on va surveiller l'apparition de petits cancers de la peau. L'inverse est vrai, et les patients cancéreux qui ont la chance d'avoir l'immunothérapie et d'y répondre, malheureusement, présentent dans un certain nombre de cas des manifestations inflammatoires dont, devinez quoi, des maladies de Crohn ou RCH induites par le traitement d'immunothérapie. Ce qui est la preuve par 9, c'est pas fait exprès bien sûr, que effectivement quand on stimule le système immunitaire en excès pour soigner du cancer, on induit des fois un Crohn ou une RCH. Donc dans ces prises en charge, on fait appel aux internistes, aux rhumatologues, aux gastro, et les cancérologues maintenant ont un panel, un parcours de soins avec des référents spécialistes, parce qu'ils savent que s'ils appellent dans les 30 gastérologues n'importe lequel, ça n'est pas forcément celui qui est spécialiste dans les Mickey qui va venir.
Et pourtant, c'est celui-là qu'il nous faut pour un patient cancéreux qui fait un Crohn induit. Donc ce réseau, il se monte dans le cancer. Et donc, en fait, en vérité, les maladies les plus fréquentes ont des fois du ruissellement intéressant pour les autres maladies plus rares. Et c'est probablement ce qui va se passer dans les hôpitaux. On arrive enfin à faire communiquer des spécialités qui, sinon, étaient chacune dans leur coin, ce qui a toujours été le cas de la spécialisation. Alors, sur les complications cardiovasculaires, ça ouvre le champ des comorbidités. C'est-à-dire, on vit plus longtemps, on vit avec une maladie très souvent qui est longtemps en rémission, et c'est très bien. Mais par contre, du fait de l'inflammation chronique, du fait de certains traitements comme la cortisone, et du fait probablement aussi du stress chronique, qui est un facteur cardiovasculaire très important, il y a une comorbidité cardiovasculaire. Alors ça, c'est ce qu'on essaie de s'astreindre à faire à chaque consultation avec nos patients qui ont un lupus, mais c'est transposable pour la MICI. Ça, c'est vraiment ce qu'on discute avec nos patients point par point, à côté du traitement et à côté de la maladie, parce que forcément, on passe un certain temps à dire quels sont les symptômes de la maladie, etc., etc. On ajuste les traitements, mais on passe à côté des comorbidités. Alors le B, c'est pour tout ce qui est bébé, c'est-à-dire en gros la contraception, la fertilité, qui est une question extrêmement importante. Donc quand on discute ça avec nos jeunes patientes, c'est un point vraiment fondamental. Le A, c'est pour les artères, ça concerne toutes les maladies inflammatoires. Il faut un suivi cardiovasculaire très précoce chez les patients qui ont des maladies inflammatoires. On s'aperçoit qu'il y a une surmortalité précoce, donc on connaît à peu près les causes, mais très souvent c'est sous-évalué, et je crois qu'il n'y a pas une maladie inflammatoire où le tabac est bénéfique, à part quelques petites exceptions qu'on pourra discuter en aparté, mais en gros, le tabac est un ennemi pour toutes nos maladies auto-immunes. Le lupus, c'est valable aussi, pareil pour Crohn, etc. Le S, c'est pour le soleil et la peau. Alors nous, dans le lupus, effectivement, il y a une photosensibilité qui ne vous concerne pas, mais cela dit, la surveillance de la peau, ce n'est pas que justement la photoprotection, c'est aussi surveiller des petites dégénérescences, des petits cancers de la peau sous immunosuppresseurs, les mélanomes qui peuvent apparaître dans la région du Sud, notamment c'est vrai chez nous. Le I, c'est pour les infections, c'est fondamental. La surmortalité en France en 2021 dans les maladies auto-immunes, c'est les surinfections. C'est-à-dire qu'un patient sous biothérapie, sous immunosuppresseur, il peut aller très bien de sa maladie, mais quand il va avoir des pépins sérieux, ça va être parce qu'il n'a pas été vacciné, notamment avant les biothérapies, parce qu'il n'a pas été pris en charge rapidement pour une infection. Il faut vite consulter quand on a une infection. Et donc ça, c'est vraiment la comorbidité auquel il faut faire très attention. Bon, le Covid en a rajouté une couche. Et le C, c'est pour la corticothérapie, qui est beaucoup utilisée dans les maladies inflammatoires et qui vient avec un lot de complications si elle n'est pas modérée. Le régime qui va avec, alors là, c'est un régime qui n'est pas un régime méditerranéen, c'est un régime qui doit faire très attention au sel, ça c'est connu, mais surtout au sucre. Un patient sous cortisone, en fait, qui ne fait pas attention au sucre, prend 10 kilos en quelques semaines. Et donc ça, c'est fondamental de bosser avec nos diètes pour avoir un message bien coordonné là-dessus. Et l'ostéoporose, j'en ai parlé, donc les carences, effectivement, sont à dépister, notamment en ce qui est calcium et vitamine D. Est-ce que là-dessus, sur les comorbidités, vous avez une question ? Sur ces messages, vous avez des questions ? Bon, pour aller faire après. Non, moi, je voudrais insister sur le soleil. Hein. On est dans une région du Sud, quand même. Ça, c'est quelque chose qu'avait montré quand même quand on avait fait une étude qui s'appelle Sésame sur 22 000 personnes, je crois, il y a quelques années, financée par l'AFA notamment. Ça avait bien montré que le surrisque de cancer, il n'était pas nécessairement sur les cancers digestifs, mais justement sur le mélanome de la peau. Donc c'est quand même les messages, là, ils sont clés. Avec les immunosuppresseurs, je crois que faites attention à ça. Vraiment, le soleil, c'est pas le bon ami du tout. Je voudrais insister là-dessus. Très important. Alors là, on aborde un sujet qui est important, qui va peut-être revenir avec la question de la fringale. C'est des symptômes qui sont des symptômes où il n'y aura pas de lésions sur les examens qu'on pourra vous faire, mais on sait que toutes les maladies confondues, ça ne vous étonnera pas, la fatigue et la douleur sont les symptômes les plus invalidants, les plus rapportés, ceux pour lesquels les médecins ont le moins de solutions, et surtout ceux qui surviennent de façon paradoxale, particulièrement quand la maladie est en rémission. Et ça, c'est un vrai casse-tête actuellement, parce qu'on s'est rendu compte que dans le monde entier, les médecins et les patients ne se rejoignent pas là-dessus, parce que vous avez un médecin qui est ravi de l'histologie, de la coloscopie, de la calprotectine fécale, de la biologie, tout va bien. Et de l'autre côté du bureau, vous avez un patient qui est encore plus épuisé des fois que dans certaines phases de poussée de la maladie, ce qui peut paraître un paradoxe. Donc il faut qu'on essaye d'avancer là-dessus. Alors, nous, ce qu'on observe aussi dans les maladies auto-immunes systémiques, mais c'est la même chose dans toutes les maladies, y compris les MICI, c'est que ces manifestations-là, quand je dis douleur, en fait, je pourrais utiliser le terme fibromyalgie, qui est un terme un peu plus général. C'est pour parler de douleurs qui ne sont pas liées à une inflammation des articulations ou des muscles, mais qui sont d'origine neurologique. Donc fatigue et douleurs de type fibromyalgie surviennent parfois avant même que la maladie inflammatoire soit diagnostiquée. Ça, c'est une donnée importante. On a beaucoup de nos patients qui, des années avant, avaient déjà ces symptômes-là.
On a aussi des patients pour lesquels ça apparaît au cours de la maladie, notamment quand elle a été traitée de façon efficace. Et ces symptômes-là, ils ont l'air d'évoluer pour leur propre compte. C'est-à-dire que vous pouvez traiter la maladie encore et encore et encore. Le médecin est content, le gastroentérologue est ravi, mais pour autant, ces symptômes-là ne sont pas impactés par les traitements médicamenteux anti-inflammatoires. Et parfois, et ça c'est encore plus troublant, je vais vous montrer une étude, ça peut être antagoniste. C'est-à-dire que dans les moments de la vie où la maladie inflammatoire est présente, il y a paradoxalement moins de douleur et ou moins de fatigue. Et dans les moments de la vie où la maladie inflammatoire est au tapis, c'est paradoxalement les moments où on voit chez certains de nos patients une oscillation et ça rebascule vers plus de fatigue et plus de douleur. Et ça, c'est très important. Alors, je vais vous commenter, c'est la seule diapositive un peu compliquée de mon exposé, c'est dans le lupus, mais je pense que ça vous dérangera pas forcément. De ce côté-là, c'est un indice de l'activité de la maladie, de 0 à 10. Quand on est autour de 4-5, on a une activité modérée. Là, il y a très peu d'activité de la maladie, ça veut dire que le patient n'a pas mal aux articulations de façon inflammatoire, il n'a pas d'atteinte de la peau, etc., etc. Et là, vous voyez ce groupe qui a une maladie très, très, très active. De l'autre côté, vous avez pour les mêmes patients suivis sur 10 ans la fatigue. Pareil, peu de fatigue, et là, une fatigue extrême. Alors, ce qui va vous choquer tout de suite, c'est la courbe noire. Et on reviendra sur les autres aussi, mais c'est le même message. Pour ces patients qui ont une activité de la maladie qui évolue extrêmement fort, quasiment le maximum que ce qu'on peut avoir, et puis qui diminue dans le temps, vous voyez qu'en miroir, la fatigue, en fait, alors que l'activité de la maladie inflammatoire augmente, la fatigue diminue, et au moment où on soigne nos patients et qu'on est très content au niveau inflammatoire, la fatigue réaugmente. De la même façon, pour des patients qui sont stables sur ces 10 ans, on voit que les patients qui ont le moins d'activité de la maladie sont ceux qui ont quasiment aussi le plus de fatigue. Donc ce signal en miroir entre ces symptômes, fatigue et douleur, non inflammatoires, neurologiques, et de l'autre côté l'activité de la maladie, en fait, c'est comme s'il y avait une bascule entre les deux. Et c'est ça qui est très compliqué, parce qu'effectivement, quand on va analyser à un instant donné un patient, c'est important de tenir compte de la trajectoire dans les mois qui ont précédé. Parce que sinon, effectivement, on peut penser que la fatigue augmentant, on doit augmenter nos traitements immunosuppresseurs, et on ferait une erreur en vous surmédicalisant sur le plan anti-inflammatoire, avec les effets d'infection, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Alors, moi, là, je n'aurai pas le temps de vous dire tout en détail. Je vais vous donner 3 informations. La première information, c'est des informations qu'on a de la recherche fondamentale sur les animaux. Hein, donc, on n'est pas non plus transposable à des souris ou à des macaques, mais ça me donne beaucoup d'informations. La première information, c'est une étude qui date de 5 ans. C'est des macaques. Les macaques, comme nous, sont des animaux sociaux. Donc, ils ont des hiérarchies de groupes. Quand les chercheurs ont perturbé la hiérarchie du groupe, c'est-à-dire, par exemple, imaginez, vous êtes 4 dans une société, et puis du jour au lendemain, on vous met au bas de l'échelle, on vous met standardiste, de façon injuste. C'est exactement ce qu'ils ont fait chez des macaques. Ils ont pris les chefs et ils les ont mis en bas, et ils ont pris des gens en bas et les ont mis en haut. Rien qu'en faisant cette mutation sociale, c'est un stress social fort, les macaques ont développé au niveau inflammatoire une réponse immunitaire qui est exactement celle qu'on voit dans la maladie de Crohn, de l'inflammation avec du TNF, etc. Donc ça, c'est un premier papier qui fait beaucoup discuter, puisqu'il montre qu'un stress social, psychosocial bien sûr, est capable à lui seul, dans ce modèle-là, d'entraîner une réponse au niveau immunitaire, une réponse de stress. Deuxième information, c'est un papier de l'année dernière chez des souris. On prend des souris et on leur fait un stress un peu particulier. Selon le type de stress, on va aboutir soit à un système immunitaire qui va être hyperactif, comme dans les maladies immunitaires que je viens de citer, y compris la vôtre. Avec un autre type de stress, on obtient l'inverse, une immunodépression. C'est-à-dire que du cerveau, en passant par le système végétatif, ce qu'on appelle le nerf vague rapidement, et en arrivant au système immunitaire en périphérie, au niveau du tube digestif, des ganglions, etc., on arrive cette fois à une baisse de l'immunité qui est celle qui favorise les infections et les cancers. Donc ce sont des modèles murins, c'est-à-dire que ce sont des modèles un peu caricaturaux. Ça n'a rien à voir avec la complexité chez les êtres humains. Mais c'est pour vous donner aussi cette idée qu'on sait maintenant qu'au niveau immunitaire, les maladies immunologiques sont des maladies neuro-immunologiques. Alors si vous dites ça à un interniste ou à un gastro, ça ne lui fait pas plaisir parce que du coup, lui, il sait que c'est des maladies de son organe préféré, du système immunitaire. Moi, je suis immunologiste de formation, ça me passionne l'immunologie. En fait, c'est difficile de s'imaginer qu'en fait, au-dessus, il y a encore le cerveau, encore et toujours. Mais maintenant, les gens de l'immunologie le savent depuis 30 ans, hein, mais ça s'accumule. Les maladies immunitaires sont des maladies neuro-immunitaires. Quand on dit que le tube digestif, pour revenir sur la question de Fringall, est le deuxième cerveau, ça, vous l'avez tous entendu, c'est la vérité. Hein. C'est-à-dire que ça soit au niveau inflammatoire
ou que ça soit à un niveau juste neurologique, sans inflammation, c'est-à-dire le trouble fonctionnel digestif que la plupart des Français vont avoir un jour dans leur vie, qui n'a rien à voir avec l'amitié, hein, mais qui est très invalidant, en vérité, le message vient du cerveau. Après, le système immunitaire, lui, il suit des mauvaises instructions et il fait ces dégâts qu'on vient de discuter, quoi. Donc ça, c'est extrêmement important, mais ça explique probablement pourquoi, chez un patient, quand nous, on va couper l'inflammation avec nos traitements pour vous soulager l'intestin de l'inflammation, à l'inverse, on a l'impression que le cerveau se rabat sur une autre voie, je caricature vraiment, hein, sur une autre voie d'expression, avec ce qu'il peut faire au niveau des fibres nerveuses, douleurs fibromyalgiques, autres types de symptômes, fringales, etc., et fatigue. Et la fatigue qui est vraiment un symptôme psychoneurologique très important. Chez les patients qui ont un lupus, il y a eu 2 études françaises sur 500 patients qui ont montré que ce qui corrélait avec la fatigue, ça n'était pas l'activité de la maladie, mais majoritairement c'était l'anxiodépression. C'est-à-dire qu'en gros, en France, 500 patients extrêmement fatigués, avec des niveaux de fatigue différents, ce qui corrèle le plus à l'intensité de la fatigue, c'est l'anxiété et la dépression. Quand on parlait de rembourser les psychologues, c'est juste une priorité en vérité, parce que chez ces patients, il ne faut surtout pas augmenter la cortisone, qui est un psychostimulant en plus d'être anti-inflammatoire. Et malheureusement, je le dis ici, on a des patients qui vont se doper, malgré nos messages, avec la cortisone, et on peut le comprendre parce que c'est aussi un psychostimulant, ce n'est pas qu'un anti-inflammatoire. Alors, pour boucler sur la vaccination, vous avez sûrement plein de questions, vous avez sûrement lu plein de choses. La vaccination, est-ce qu'elle peut causer une maladie auto-immune? Alors, on peut répondre de plein de façons à cette question, qui est une question extrêmement importante, hein. On a appris beaucoup avec la sclérose en plaques. Vous vous rappelez de l'histoire avec le vaccin de l'hépatite B. Nous, on sait scientifiquement que le vaccin de l'hépatite B n'est pas en cause dans la sclérose en plaques. Mais quand un patient vient après une vaccination et que 15 jours après, il développe la première manifestation de sa maladie de Crohn, par exemple, ou une rechute, ben, c'est très difficile d'engager une discussion en balayant ça d'un coin de la main, même si on a des études qui nous disent, et un rationnel qui nous disent que ça ne peut pas être la cause. Mais quand nous, on dit cause, on parle de la cause dont je parlais au début de mon exposé, c'est-à-dire la véritable cause. Qu'il puisse y avoir des facteurs déclenchants intercurrents, c'est-à-dire ponctuels, qui viennent stimuler notre système immunitaire et favoriser la poussée, c'est une évidence. Donc, si je devais caricaturer le scénario pour la plupart des patients qui ont des maladies auto-immunes, peut-être tous, quelle que soit la maladie, avant la poussée de la maladie, que ce soit la première ou une poussée sous traitement, juste avant, on va toujours, si on prend le temps, trouver un facteur déclenchant. Un facteur psycho-émotionnel, un facteur social comme chez les macaques, une vaccination, pourquoi pas, une infection, pourquoi pas, quelle qu'elle soit, on va trouver ce quelque chose. Mais si on ne vous aide pas à faire comprendre que ça n'est pas la cause, en fait, ensuite, c'est impossible, par exemple, de vacciner quelqu'un. Ou c'est impossible de lui enlever de la tête qu'en vérité, l'aliment qu'il a mangé 15 jours avant est en cause. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas faire attention à ce genre de vaccination, mais ça veut dire que clairement, quand on regarde dans le temps, la cause, elle est à chercher des mois et des années avant. Ça a commencé avant, de façon souterraine. Mais malheureusement, quand les symptômes arrivent et que nous, on est consultés, on est déjà extrêmement tard dans le développement de la maladie auto-immune. Alors pour les vaccins, il y a a priori des bons retours. Les patients qu'on a vaccinés dans toutes les maladies auto-immunes, ça se passe vraiment de façon extrêmement correcte. Dans le lupus, par exemple, on a 2-3% de patients sur des centaines qui ont fait des poussées après la vaccination. Alors on sait que ce n'est pas lié à ça, c'est des patients qui avaient déjà le lupus, parce qu'on les a vaccinés justement parce qu'ils étaient sous immunosuppresseurs. Le risque, par contre, de la vaccination chez les patients sous traitement immunosuppresseur, c'est que le vaccin ne prenne pas. Et on est en train de réfléchir dans le monde entier à essayer d'évaluer comment la réponse vaccinale marche ou pas, de quelle qualité elle est, parce que vous pouvez faire 3 doses, 4 doses, 5 doses. Si on regarde par des tests qui sont pour l'instant pas forcément faits en routine, que votre système immunitaire n'a pas bien reçu le message parce qu'il était endormi par les traitements, en vérité, ça ne sert à rien de multiplier les doses. Il faut trouver d'autres options et il faut aussi qu'on puisse vous le dire pour que vous ayez un comportement adapté pendant la période à risque, les mesures barrières, éventuellement d'autres aspects thérapeutiques qui sont en train d'être développés comme les anticorps monoclonaux qu'on peut faire après une exposition, etc., etc. Donc c'est un sujet effectivement complexe. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la vaccination ? Ok. Pour moi, oui. Bonjour, pardon. Quand vous parlez de vaccination, vous parlez de la vaccination de la Covid ou en général? N'importe quelle vaccination. D'accord. Là, on va parler beaucoup de la Covid parce que comme tout le monde y passe, si vous voulez, par exemple, quand quelqu'un fait une maladie de Crohn en 2021 au diagnostic, il y a de grandes chances qu'il ait été, dans la population générale, vacciné. Donc ça multiplie encore le risque d'avoir un faux jugement de l'autre côté biaisé en disant « Regardez, on voit de plus en plus de patients qui ont des maladies auto-immunes et qui ont été vaccinés juste avant. » Sauf qu'en fait, on vaccine tout le monde. C'est ce qui s'est passé en France pour l'hépatite B. On a vacciné massivement des jeunes personnes. Et donc, c'était statistiquement attendu qu'on ait de temps en temps
une maladie auto-immune qui suivent la vaccination. Après, ça ne remet pas en cause le fait que stimuler le système immunitaire, bien sûr, peut venir être le dernier petit coup de butoir qui fait que la dérégulation pendant des années, à ce moment-là, va se révéler pour la première fois ou sous forme d'une rechute. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des études sur les facteurs déclenchants dont vous parlez, qui sont souterrains, qui datent de 6 mois, 2 ans, 10 ans? Oui, en fait, dans les années 80-90, il y avait un courant médical qui était plutôt très fort en Amérique du Nord, qui a lancé une spécialité qui s'appelle la psychoneuroimmunologie. Le terme psycho maintenant est mal vu parce qu'effectivement souvent il y a cette idée, on ne va pas faire le débat ici, mais il y a cette idée qu'éventuellement c'est dans la tête, etc. pour certains des symptômes. Donc le terme psycho a dégagé tout bonnement. On parle maintenant de neuroimmunologie. Mais ce que disaient déjà les premiers chercheurs qui travaillaient sur la psychoneuroimmunologie, c'était qu'éventuellement ils identifiaient des événements de vie très importants avant la genèse de la pathologie auto-immune, par exemple, ou cancéreuse. Alors, il faut faire toujours très attention à ce qu'on dit dans ces cas-là, parce qu'on peut interpréter les choses de plein de façons différentes. Donc, est-ce qu'on a des études très importantes là-dessus? Non. On a des études qui sont anciennes, qui montrent que, par exemple, quand quelqu'un est endeuillé, dans les semaines qui suivent, des fois 6 semaines, 8 semaines après, et je parle d'un deuil, si on peut dire, qui suit son cours normal, pas un deuil pathologique, le système immunitaire va avoir une dérégulation massive. Alors, quand nous, on voit un patient, par exemple, qui fait un zona, conçu pour une maladie auto-immune, conçu pour rien, hein, on sait que dans les 15 jours, 3 semaines avant le zona, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Ça, tous les médecins le savent. Mais vous voyez, il faut faire attention dans ce qu'on dit sur la causalité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le système immunitaire est un système neuro-immunitaire, que derrière le neuro, il y a forcément les émotions, et que donc, pour toutes les maladies auto-immunes, il faut les prendre en charge au niveau psychoneuroimmunologique, avec certains médicaments, c'est en cours de développement, avec des approches non médicamenteuses, que ce soit l'hypnose ou d'autres approches sur le plan mental, mais surtout avec une psychothérapie, éventuellement si elle est mise en place, qui ne doit pas être là, à mon sens, uniquement pour soutenir les patients, qui sont très volontaires et qui des fois tiennent des situations chroniques, on ne sait pas comment, mais des fois aussi pour mener ce travail sur ce qui s'est passé avant la maladie et qui souvent passe sous silence. Et ça, c'est compliqué, parce que c'est des études extrêmement complexes. Pour vous donner juste un exemple, dans les maladies auto-immunes, on ne sait pas quoi faire des données dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les données paradoxales. Un exemple, dans le lupus, on a un nouveau médicament qui est sorti cette année. Tous les patients sont contents, les médecins aussi. Quand on a lu l'article qui est paru il y a quelques semaines, on n'a trouvé aucune donnée de qualité de vie ou de fatigue. Alors c'est impensable parce que ça fait 20 ans qu'on insiste pour que ces données elles soient dans tous les essais cliniques. Les données sont disponibles, elles n'ont pas été publiées. Et un collègue rhumatologue de New York a écrit à la revue, qui est la plus belle revue de médecine, New England, en disant « Pourquoi vous cachez ces données ?» On peut vous dire déjà un peu pourquoi. C'est parce que dans quasiment toutes les maladies auto-immunes, quand vous améliorez l'inflammation de façon significative, les patients, la plupart, le payent en termes de fatigue, de douleur et de qualité de vie. La qualité de vie n'est pas du tout corrélée à l'activité qu'on a sur la maladie inflammatoire. C'est des balances. Donc, on a pu reprendre sur une quinzaine d'années toutes les études thérapeutiques dans différentes maladies, que ce soit les Mickey, le lupus, d'autres maladies. On a ce signal en balance qui est pour l'instant difficile à expliquer, sauf si on intègre la valence au niveau psychoneurologique, pour l'appeler comme ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut que nos patients soient fatigués, qu'on soit content. Mais quand on a des patients qu'on reçoit à la consultation qui sont extrêmement fatigués, très souvent pour un médecin qui suit des maladies inflammatoires, en face, il va y trouver une maladie plutôt éteinte au niveau inflammatoire. Et au contraire, quand cette fatigue va des fois disparaître, les gens vont se sentir mieux. Et c'est malheureusement des fois dans ces mouvements-là qu'ils vont avoir, par exemple, une poussée de leur maladie inflammatoire. Donc ces corrélations, elles sont individuelles et on ne peut pas en faire une règle générale. Mais elles nous informent sur comment la boucle marche et comment c'est complexe. Oui, c'est hyper essentiel. Et c'est vrai que ce message-là, il est un peu nouveau. Hein. Moi, personnellement, c'est la première fois en 17 ans d'AFA que je l'entends. Donc merci vraiment là-dessus. La fatigue, c'est vraiment alors je ne sais pas si on peut l'appeler le symptôme, etc., qu'on peut vraiment marquer, puisque je pense que tous les gens ici, on pourrait faire un petit sondage sur les personnes qui s'est senti vraiment, enfin, ou sent une fatigue qui empêche des choses dans le quotidien. Vous pouvez lever la main, ça vous fera travailler un peu. Voilà. Voilà. Est-ce que, après, deuxième chose, vous en avez parlé à votre médecin, le médecin a un peu balayé la question, ne vous a pas entendu, entre guillemets. Qui? Un peu moins. Donc ça veut dire, et il y a des médecins qui, par contre, les autres peuvent lever la main, des médecins qui ont entendu, qui vous ont proposé des choses, qui vous ont orienté, etc. D'autres? Ouais.
Donc vous voyez, il y a quand même, voilà, ça c'est une petite salle pourtant, et on voit bien. Alors, on a fait une étude qui s'appelait Bird autrefois, il y a quelques années, qui avait vraiment remarqué que 50% des patients atteints de Mickey avaient cette fatigue qui vraiment était une gêne au quotidien, etc. Alors, on n'a pas poussé les études aussi loin et qui corroborent effectivement par rapport à la poussée, mais ce qu'on a montré effectivement à l'époque, c'est que même les patients en rémission avaient une fatigue chronique qui s'installait. Alors, c'est vrai que c'est dans toutes les maladies quasiment auto-immunes, on l'a retrouvé à la FPRIC avec toutes les études, mais cette étude-là a permis à faire entendre aux médecins, gastro-entérologues, qu'il y avait effectivement quelque chose qu'il fallait écouter, puisque suite à cette étude Bird, il y a eu pas mal de publications, et je me souviens au GIFOD, pour la première fois, et dans les années qui ont suivi, les patients qui nous disaient « ça y est, mon médecin, lui, il est à sa 20e consultation aujourd'hui, il est fatigué, il a du mal à entendre que moi aussi je sois fatigué, etc. Il a du mal à écouter ou entendre ma fatigue. » Donc c'est extrêmement intéressant, mais c'est vrai que c'est peut-être encore ce message-là, cette courbe, cette inversion de courbe, qu'il faudrait, on vous invitera aux assises des Mickey, Chantal est derrière, on a bouclé le programme, je pense, pour 2022, mais ça serait intéressant de porter ce message. Je ne suis pas bien sûr que nos gastro-entérologues le connaissent bien. Alors, si je peux juste, j'ai une minute pour compléter sur l'aspect du régime dont on a parlé tout à l'heure. Pour encore une fois, c'est pas encore une fois pour mettre le mental à la place du somatique. Moi, je suis médecin du corps, je ne suis pas psychologue. Mais effectivement, là, quand on dit prise en charge globale, de quoi on parle? Quand nos patients, qu'ils aient un lupus ou une maladie de Crohn, en ETP, ils en parlent régulièrement, font un régime. En fait, on s'aperçoit, nous, c'est un message qu'on a appris, quel que soit le régime, quand le régime est décidé par le patient, en autonomie, il va fonctionner. Alors, il y a des exceptions, bien sûr, hein. Mais ce que ça nous apprend, et on l'a travaillé avec certains de nos patients, c'est qu'en fait, la recherche qu'il y a derrière ce régime mis en place par le patient, pas avec son médecin, hein, lui-même, ce qu'il a pu trouver lui-même comme solution, c'est un moment de sa vie médicale où, en fait, il reprend la maîtrise de son environnement. Et donc, si vous voulez, quand on entend les différents régimes, etc., bon, c'est vrai qu'on peut balayer ça scientifiquement, il n'y a pas grand-chose, on peut discuter des heures, mais la réalité de l'amélioration, on la voit nous aussi à nos consultations, c'est-à-dire qu'on a des patients, on n'a pas besoin de le remettre en question, qui s'améliorent. Alors souvent, effectivement, ça a été dit temporairement, pas sur le long cours. Mais au moins, cette amélioration temporaire, c'est important d'essayer de la comprendre. Si elle ne passe pas par des voies métaboliques particulières, si elle n'a pas de causalité sur le système immunitaire, est-ce qu'elle peut avoir une causalité psycho-neuro-immunologique? Ça, c'est une des hypothèses, parce que ça tient vraiment la route par rapport à ce que je viens de vous montrer. Et on a des éléments qui vont en ce sens-là, mais notamment parce qu'en psychothérapie, l'élément qui est retrouvé chez la plupart de nos patients auto-immuns, et ce n'est pas du tout une critique, hein, c'est ce besoin de maîtriser son environnement. Et ce besoin-là, ce qu'on a appris aussi de nos patients, c'est qu'il existait en fait déjà avant la maladie auto-immune. C'est-à-dire que ça n'est pas une conséquence de la maladie. On pourrait dire rapidement, ben oui, avec ce régime, aller aux toilettes, etc., ça a donné un comportement presque obsessionnel chez nos patients, ils sont dans le contrôle, etc. Non, c'était souvent présent en fait bien avant. Quand je dis bien avant, c'est des fois peut-être même au tout début de la vie. Et peut-être je vous donne cette information parce que ça c'est vraiment important au niveau de la recherche en immunologie. Je vous ai parlé de la neuroimmunologie. L'autre aspect qui nous fait beaucoup avancer en termes de compréhension des maladies, c'est l'épigénétique. C'est-à-dire non pas avec quel gène on va naître, ou comme ça a été dit par le professeur Abuterne, quels gènes ont été sélectionnés par nos ancêtres quand ils ont affronté la peste, etc. Mais au niveau individuel, à la phase fétale notamment, et ensuite dans les 2 premières années de vie, comment on va par rapport à notre environnement précoce réguler notre système immunitaire. Il y a une étude magnifique qui est parue il y a quelques semaines dans une belle revue d'immunologie qui montre chez la souris, encore une fois, que quand une maman souris enceinte est infectée pendant la grossesse par des bactéries, en fait, suffisamment de façon sérieuse, le système immunitaire de son petit enfant dans le ventre, pour se défendre à ce premier signal de stress qui vient un peu trop tôt dans la vie, normalement il est protégé jusqu'à la naissance, devient un système immunitaire agressif. Agressif envers qui? Envers le microbiote qu'il va recevoir de sa mère, notamment sur le début de sa vie. C'est-à-dire qu'ensuite, l'acceptation immunitaire du microbiote qu'on hérite de la mère, notamment, et de l'environnement, au lieu d'être une greffe parfaite, avec un tube digestif qui se sert des bactéries pour digérer, parce que c'est très utile, va attaquer continuellement cet environnement, parce qu'en fait, en vérité, c'est un système immunitaire qui a été stressé très tôt. Donc attention, ça ne doit pas être un message, et encore une fois, quand on en discute entre collègues, on a souvent en tête l'idée de ne pas culpabiliser, par exemple, des jeunes mères qui vont se dire « Mon Dieu, l'avenir médical de mon enfant se joue en fonction de ce que j'ai mangé, etc. » Mais on sait que cet environnement-là, il est extrêmement important pour comment la réponse immunitaire va se réguler, non pas dans l'enfance, mais 20 ans, 40 ans, 50 ans plus tard. Ce concept-là d'évolution épigénétique,
C'est le cœur des recherches actuelles en immunologie avec la neuroimmunologie. Alors, qu'est-ce que ça changera pour ceux qui ont déjà la maladie? On pourrait dire pas grand-chose, mais on sait chez l'animal que quand les gènes s'expriment d'une façon agressive, si on arrive suffisamment longtemps à mettre un environnement apaisé, donc c'est des souris, hein, c'est des cages avec de la musique, etc., la régulation du système immunitaire peut faire marche arrière et redevenir apaisée. Et ça, c'est un message que je vous passe, on en discutait avec votre présidente tout à l'heure. Il y a des patients qui font des maladies auto-immunes, qui vont faire une seule poussée, et qui vont être ensuite, on pourrait dire, si on n'était pas prudent, en guérison, on va dire rémission prolongée. Mais quand vous avez une rémission prolongée toute votre vie, on peut parler de guérison. Alors, c'est bien sûr pas une majorité de patients, mais c'est des patients qui nous montrent que la chronicité et le côté à vie de la maladie n'est certainement pas quelque chose sur lequel il faut qu'on s'arrête. Il ne faut pas donner trop d'espoir non plus. Hein. Mon message, ce n'est pas de dire qu'on pourra faire des guérisons. Dans le lupus, par exemple, c'est 5% des patients, ce n'est pas rien non plus. Dans la sclérose en plaques, il y a des patients qui font une poussée de sclérose en plaques, qui sont suivis ensuite pendant 20 ans, 30 ans, ils n'auront plus jamais de poussée de sclérose en plaques. Alors les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils ont fait une autre maladie? C'est une possibilité. C'est-à-dire que là, on parle de Mickey aujourd'hui, mais dans le trajectoire des patients, on sait qu'il y a des malades qui vont faire une deuxième maladie auto-immune, alors que la première s'est endormie complètement. Ça, c'est aussi un mystère. Mais aussi, il y a des patients qui vont peut-être rééquilibrer les choses, pas par magie, peut-être de façon générale, et c'est intéressant de savoir ce qu'ils ont mis en place, même si on ne le sait pas pour l'instant. Alors, on va prendre 2-3 questions. Ouais. Tu peux venir ici, juste mettre la diapo d'après. Comme ça, vous retrouvez bien sûr toujours les fiches sur la web TV de l'AFA, des témoignages, la plateforme Mickey Connect, hein, qui sont autant d'éléments sur le site de l'AFA. Je rappelle que cet après-midi, on recevra donc Marie-Pierre Pingano, qui est chez toi aussi, qui va parler sur comprendre la fatigue. Hein. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle là-dessus? Oui, s'il vous plaît. Ouais. Oui, ouais. Si on revient sur... le temps que le micro arrive, tu as le micro? Oui. Oui, vas-y. Si on revient sur la fatigue, est-ce que les Mickey peuvent déclencher en période de poussée ou de rémission des troubles du sommeil, notamment des insomnies? C'est exactement ce que... Oui. C'est exactement ce qu'on observe effectivement. Le sommeil des patients qu'on suit, quelle que soit la maladie auto-immune, est complètement déstructuré. Il n'y a pas forcément besoin de faire des études du sommeil dans des grands centres. La seule question à se poser, c'est quand on se réveille le matin, est-ce qu'on est à 0% d'énergie ou rapidement dans la matinée? Ça, quel que soit l'âge, ça n'est pas normal. Ça signe que le sommeil n'est pas réparateur. Alors après, la cause de mauvais sommeil dans le monde, à part l'apnée du sommeil chez des gens qui auraient un surpoids, effectivement, où là, il y a une question d'appareillage, et ça, je mets ça de côté. Pour le reste des personnes, le sommeil déstructuré, c'est un signe de l'angoisse, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, même si c'est une angoisse qui n'est pas ressentie et qui se manifeste uniquement par un sommeil non réparateur, ça participe bien sûr à la fatigue qu'il y a dans la journée. Et ça, on le voit effectivement, paradoxalement, beaucoup plus dans les phases de rémission, paradoxalement, que si on peut dire dans les phases de poussée, où là, pour parler très caricaturalement, l'organisme et le mental se mobilisent contre la poussée. Il y a aussi la cortisone, des fois, qui vient dans certaines maladies, qui est un vrai psychostimulant. Dans ces cas-là, il peut y avoir un peu d'insomnie, mais on n'est pas sur un sommeil aussi déstructuré qu'en dehors des poussées. Est-ce qu'il y a des conseils pour rendre la qualité du sommeil meilleure? Pour rendre la qualité du sommeil meilleure? Ah oui, je pense qu'il faut travailler sur la cause, si on peut dire, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire, c'est pas simple, c'est individuel, mais effectivement, il y a des causes immédiates de stress, donc ça, comme tout le monde peut avoir dans sa vie, et si possible, essayer de faire le travail sur des choses qui sont bien antérieures, en fait, même au début de la maladie. Donc ça, c'est le boulot des psychologues, mais encore une fois, il ne faut pas se tromper de type de psychothérapie. On peut tout à fait avoir recours à un psychologue pour quelque chose de ponctuel, une phase difficile de la maladie, là, ce qu'on appelle l'acceptation de la maladie, parler avec sa famille du diagnostic. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Mais le travail dont je parle éventuellement, et qui est vraiment à refaire sur du long terme, là, par contre, c'est un travail sur l'amont de la maladie. Il y a Marion, que tu connais, puisqu'on a collaboré avec l'association Tous Chercheurs, hein, qui va faire. Il va y avoir un webinaire incessamment sous peu sur le sommeil, hein, qui est à l'AFA. Donc inscrivez-vous à la newsletter de l'AFA, vous serez au courant de toutes ces soirées où on vous donne des conseils là-dessus. Hein, on a évoqué la douleur, le sommeil, la fatigue, il va y avoir des webinaires, etc. En plus de là, vraiment, et il y aura le 21 novembre, la journée des fatigues, parce qu'on a mis un gros S à la fin aussi, qui va être une journée nationale pour la première fois avec tout un tas d'actions à l'initiative de l'AFA et rejointe par 17 associations dans le cadre de France Asso Santé. Donc il y a pas mal de choses là-dessus qui vont se passer. Moi j'ai envie de vous poser une question de fond sur votre métier, parce que docteur interniste, excusez-moi, mais il n'y en a pas assez.
Moi, j'ai découvert ça, parce qu'on dit interne, évidemment, tout le monde connaît les internes. Les internistes, c'est peu connu. Pourquoi il y en a si peu? Vous qui êtes aussi essentiel, pourquoi ce n'est pas une spécialité à destination de tout le monde dans des maladies aussi compliquées que les Mickey et ses extensions, si j'ose dire? Alors en fait, on est dans tous les hôpitaux quand même. Hein. Donc, dans la plupart des hôpitaux de certaines tailles, il y a une équipe de médecine interne. Et ça permet de travailler effectivement, avec tous les spécialistes pour des maladies qui sont justement extra de leur spécialité. Et aussi des fois de coordonner différents spécialistes pour des maladies qui vont toucher 3 ou 4 organes. Maintenant, je ne crois pas qu'on soit peu accessible, mais c'est vrai qu'en accès direct, c'est plus récent. C'est plus récent. Après, encore une fois, les spécialistes n'avaient peut-être pas besoin de nous à un moment donné où en fait, on gérait l'immédiat. Maintenant qu'il y a de la chronicisation, qu'il y a des comorbidités, qu'il y a le TP transversal, probablement c'est plus intéressant de des fois nous rencontrer. On peut des fois être vu une fois peut-être pour juste coordonner un point particulier. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Un malade qui a une Mickey, qui n'a pas vu d'interniste, il n'y a aucun souci avec ça. Et autant vous dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas de médecin interniste comme en France, mais les rhumatologues, les rhumatologistes s'occupent de l'aspect systémique immunitaire. Donc des fois, en vérité, si vous avez aussi un rhumatologue, pourquoi rajouter un 10e intervenant? Ça peut être complètement contre-productif. Hein. Donc, on voit les cloisons en France qui sont quand même assez... alors elles sont en train, mais poussées par les assos, les malades et par les parcours ETP et les parcours intra-hospitaliers, de se décloisonner. Mais il y a du boulot encore. L'ETP, l'éducation thérapeutique aux patients, dont vous savez que ce n'est pas du tout de l'éducation au sens aller sur les bancs de la fac et puis faire des questions bon ou pas bon, mais en fait c'est des moments de partage, c'est des moments où les intervenants médicaux et paramédicaux ont un peu de temps, un temps de disponibilité, donc c'est pas du tout pareil qu'à la consultation, et surtout, en vérité, des fois, probablement dans les séances, on est juste là pour mettre le cadre, mais on ne participe quasiment pas, c'est les intervenants entre eux, des patients experts, certains patients même qui ne sont pas patients experts, mais qui ont cette compétence de témoigner de certains moments de leur vie qui vont être fabuleux et qui vont utiliser des mots qui vont vraiment qui vont sonner juste et qui vont être crus. Parce que la parole d'un père, c'est quand même ça n'a rien à voir avec la parole du médecin, quoi. Alors effectivement, hein, vous avez des hôpitaux, alors à Marseille, vous avez des ateliers d'éducation thérapeutique, à Nice aussi, enfin dans les grands centres, grosso modo, vous avez quand même des ateliers d'éducation thérapeutique. Je rappelle que sur Mickey Connect, pour des choses plus spécifiques, hein, de type effectivement la fatigue, l'estime de soi, la sexualité, qu'on retrouve rarement dans les hôpitaux, il y a aussi des e-ateliers, c'est-à-dire que c'est le soir, ce sont des équipes, effectivement des spécialistes, des patients experts, qui sont à votre disposition, donc c'est sur inscription, et vous avez ces 3 webinaires à ne pas manquer, là sur la douleur, la fatigue et le stress, qui vont, je crois que la douleur est passée, mais fatigue et stress, etc. La douleur, c'est quelque chose qui est revenu très fortement, qu'on a un peu oublié peut-être à la fin, mais à culpa, hein, j'en suis le directeur depuis 17 ans, c'est un peu ma faute aussi, mais c'est vrai qu'on l'entendait moins, et vous savez qu'on a fait une enquête qui s'appelle « Regard croisé sur les Mickey », et la douleur est curieusement réapparue à la suite de cette enquête qui portait auprès de 2500 patients, justement comme très présente. Est-ce que vous, dans votre pratique, c'est quelque chose que vous revoyez peut-être ou... Pourquoi elle n'a pas été entendue ? Alors, c'est la faute de personne, mais c'est vrai qu'effectivement, on est surpris, nous, de voir que dans notre patientèle de malades qui ont des maladies auto-immunes, alors c'est pareil, il faut se méfier des généralités, hein, parce qu'effectivement, des fois, nous, quand on voit beaucoup de patients, on va imaginer que peut-être il y a un trait particulier de caractère chez certains patients, ce qui est complètement faux par la suite quand on corrobore avec les collègues, mais quand même, pour avoir des douleurs de ce niveau ou des fatigues de ce niveau et ne pas se plaindre, c'est-à-dire pas pleurnicher à la consultation, il ne s'agit pas de ça, mais de pouvoir en parler à son médecin, on s'aperçoit que nos patients ne nous en parlent pas. Et quand ils nous en parlent des fois, en fait, ils gèrent la douleur. On parlait de gestion et de maîtrise tout à l'heure par rapport au régime. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de paradoxe. À la fois, nous, on a peu d'outils et peu de solutions à proposer en dehors éventuellement de la consultation, diète, psycho, etc. Mais aussi, on a des patients, si on ne leur tend pas la perche et qu'on n'aborde pas ce sujet, effectivement, des fois, qui auraient la tendance, et c'est bien sûr pas une critique, à s'habituer à des seuils de douleur qui, pour nous paraissent impressionnants. Et encore une fois, on n'a pas la même expérience avec le cancer. Par exemple, les patients cancéreux qui ont des douleurs on peut dire de même niveau, on ne compare jamais les patients entre eux, partagent beaucoup plus ce genre de choses. Et d'ailleurs, on a des services d'algologues qui s'occupent de ça, etc. On pourrait proposer les mêmes soins à nos patients auto-immuns. Et en fait, en vérité, des fois, on a l'impression, et attention, je sais que c'est des mots compliqués, mais que cette douleur, elle a peut-être une fonction que nous, on sous-estime, qu'on ne comprend pas très bien. Et en vérité, on a même des patients chez qui on propose des antalgiques et qui vont les refuser.
Alors, soit parce qu'ils ont déjà essayé ces choses-là et qu'effectivement, ils savent que ça ne marche pas, soit parce que quand ils ont noté, et ça c'est quelque chose qu'on confirme, que quand on tape sur la douleur, on renvoie des fois les patients dans la case fatigue. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai parlé d'une balance entre la maladie inflammatoire et les symptômes douleur et fatigue. Mais il y a une autre balance qu'on a observée, c'est au sein des symptômes fatigue et douleur, des alternances entre les deux. C'est-à-dire certains patients, pas tous, hein, mais qui vont passer dans des phases de fatigue. Et quand la fatigue s'estompe, c'est plutôt des phases de douleur qui sont présentes. Et quand on traite la douleur, des fois, malheureusement, ils savent qu'ils vont retomber dans la partie fatigue. Et donc, on a certains patients qui témoignent et qui disent que finalement, ils préfèrent, si vous voulez, un niveau de douleur auquel ils ont réussi à s'acclimater, pas tout le temps, hein, plutôt que d'être ensuqués par nos médicaments et par l'abolition de ce symptôme-là. Donc là, encore une fois, au niveau neuropsychologique, on est loin d'avoir tout compris dans les équilibres en fait, qui peuvent se faire au long terme. Peut-être, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Parce qu'il va falloir qu'on fasse la pause. Une dernière question, mais qui est quand même essentielle. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de chiffres, parce que c'est compliqué de dire des chiffres. On a vu sur les grosses manifestations les atteintes pas rhumatismales, articulaires, on va dire, plutôt pour généraliser, qui sont assez importantes, oculaires, etc. Ça touche combien de personnes en pourcentage, hein? On aura des échelles, on les voit, première chose. Et deuxième chose, grosso modo, c'est quel message? Ça veut dire que quand on est malade, quand on prend des traitements, il faut faire vraiment attention au quotidien. S'il y a une anomalie, soit visible, soit on ressent quelque chose, il faut en parler. C'est ça le message de la fin. En tout cas, il ne faut pas rester sans rien faire. Il faut vraiment s'inquiéter de son... Enfin, pas s'inquiéter, mais s'observer, voilà, et ne pas hésiter à en parler à son médecin. C'est quoi le message? Alors la première question sur le pourcentage, c'est que même si on dit qu'un tiers des personnes vont rencontrer au cours de leur suivi éventuellement une manifestation extra-digestive, ce n'est pas suffisant au niveau individuel, par exemple, pour dire qu'il y aurait un dépistage systématique de ces complications. Ça n'aurait pas d'intérêt. Et ça serait en plus anxiogène ou faussement rassurant, c'est-à-dire que vous allez voir l'ophtalmo une fois, il va dire que tout va bien, et puis si 6 mois après il se passe quelque chose, vous allez finalement reconsulter. Donc on n'est pas comme dans le dépistage de certains cancers. Encore une fois, même dans le cancer, vous savez que certains dépistages ont été remis en question parce qu'ils n'avaient pas forcément une utilité s'ils n'étaient pas ciblés sur une population à risque. Alors pour les rhumatologues, c'est un peu l'inverse. Les rhumatologues qui diagnostiquent des rhumatismes inflammatoires qui sont associés à vos maladies se posent la question à l'inverse, que le tube digestif est vraiment à l'intérieur et que c'est des fois plus difficile de savoir s'il y a de l'inflammation, de savoir s'ils doivent faire ou pas une coloscopie, un dépistage de la calprotectine fécale, etc., pour dépister le plus tôt possible en fait, une maladie de Crohn qui apparaîtrait après le rhumatisme. Parce qu'en fait, ça peut survenir dans tous les sens possibles. Donc voilà, tout ça, c'est des débats qui évoluent. Mais le message, c'est qu'effectivement, quand on a le diagnostic de la maladie, que ce soit pour les complications de traitement au long cours, il faut être informé. Donc ça, le TP a vraiment un rôle important en plus des consultations. Il faut surtout avoir un canal de communication avec son médecin. Et nous, on s'aperçoit que même quand on donne notre mail, même quand on donne notre téléphone portable à certains patients qu'on cède vraiment sur la tranche, certains patients, rejoignant le trait de caractère que je vous ai exposé tout à l'heure, essaient quand même des fois jusqu'au bout, et c'est dur de les critiquer, de s'en sortir. C'est-à-dire qu'en gros, et après, nous on n'est pas là pour les engueuler, au contraire, on est content qu'ils viennent consulter, mais on se dit, s'ils avaient, il y a 3 mois déjà, signalé à la bonne personne dont ils ont les coordonnées, mais dont ils ont peur de déranger, ou finalement ils veulent éventuellement le gérer eux-mêmes, des fois on gagnerait du temps sur des complications qu'on prend vraiment en retard. On a ce même message en cancérologie pour l'immunothérapie. On a des patients, ce n'est pas exactement la même chose, mais qui effectivement, on leur explique qu'il y a des possibilités de colite inflammatoire après l'immunothérapie du cancer. Ils ont des cures toutes les 3 semaines. Ils commencent à faire de la diarrhée 6 fois par jour avec du sang. Et ils se disent, j'en parlerai peut-être à ma prochaine perfusion, en fait, pour pas... Donc c'est très compliqué le système de soins. Soit il n'est pas mis en place, ça c'est la vérité. Et à ce moment-là, c'est compliqué pour vous de communiquer avec nous. Et même des fois, quand on le met en place, on a un problème. On n'a pas assez fait notre travail pour que ça fonctionne dans les deux sens. C'est vrai que la période n'a rien arrangé. Depuis 1 an et demi, c'est vrai que la période n'a rien arrangé, puisque tout le monde s'est dit les soignants sont mobilisés contre la Covid. Et moi, je me contente de mes petits symptômes, entre guillemets, et je reste là. Donc on attend un petit peu l'effet boomerang, ou pas d'ailleurs, ou pas, parce que moi je me dis que finalement, le stress était ailleurs et pas sur sa maladie. Est-ce que le corps, comment il réagit? Ça, c'est toujours les mystères. Ce que je peux juste dire, et c'est tellement du bon sens, c'est que quand un patient qui a une maladie auto-immune chronique rentre dans une période de sa vie, alors des fois on ne le voit pas à l'avance, ni sur le moment, mais une période de sa vie compliquée, ce qui arrive à tout le monde. C'est sûr que c'est dans ces moments-là où en fait, paradoxalement, il faudrait ressurer le suivi médical, ou un peu en décalé. Parce que probablement, quand vous avez compris le lien psychoneuro-immunologique,
c'est dans ces moments où la maladie, même en prenant le traitement, a le plus de chances des fois de se déséquilibrer. Alors nous, il nous arrive d'interroger nos patients à chaque fois après une poussée, et c'est vrai que quasiment systématiquement, quand on creuse, on va trouver certains, alors des fois des arrêts de traitement, parce que c'est très fréquent les arrêts de traitement dans les maladies qu'on suit, pour plein de raisons qu'on n'a pas le temps de détailler aujourd'hui, mais aussi des fois à traitement constant, régime constant, des événements de l'environnement viennent déséquilibrer le système immunitaire et neuro-immunitaire, et donc il faut savoir ça. Donc effectivement, je pense qu'autant des fois on élargit notre suivi des patients moi, qui vont bien, qui ont un lupus, des fois on les voit 1 fois par an, 2 fois par an. Mais avec le message, si possible, on espère qu'ils le comprennent, que par contre, s'ils sentent eux qu'il y a un déséquilibre sur des symptômes débutants, comme on disait tout à l'heure, mais même qui rentrent dans une période un peu compliquée, c'est là probablement qu'il faut se rapprocher de son spécialiste, alors avec des modalités qui peuvent être modernes, parce que le Covid aussi a amené plus de facilité sur la communication non présentielle, qui a aussi un avantage pour un point ponctuel. 2 minutes peuvent suffire des fois à un patient qu'on connaît à donner quelques directives, refaire un bilan, etc., à encadrer les choses, quoi. Et vous ne savez pas le nombre de patients qui font des poussées de leur maladie pendant les congés de leur spécialiste. C'est quelque chose qui n'est pas étudié en médecine, mais tous les spécialistes qui sont entre nous, des fois, on sait que dans l'été, quand on va prendre 3 semaines de vacances, par exemple, on est très content après la vague de Covid, on a quelques-uns de nos patients. Alors, il n'y a pas que ça, et ça serait vraiment égocentré de dire que c'est l'absence du médecin, mais pour certains patients, on sait probablement qu'on a déséquilibré la sécurisation de l'environnement médical dont on fait partie aussi. Et c'est valable pour leur psychologue, c'est valable pour leur diète, pour les personnages ressources. En fait, quand ils disparaissent pendant l'été ou pendant les vacances, il y a des fois des conséquences en termes de poussée.